et à tous. Alors, parler du rock à l'université n'est pas une chose si courante que ça. Quand j'ai proposé l'article pour les Brussels Studies, certaines personnes se sont dit est-ce que c'est vraiment le sujet à aborder. Évidemment, on est un peu en marge des études universitaires classiques où on a des sources, en bibliothèque, etc. Aller chercher des choses en bibliothèque sur le rock, c'est quasiment vain. Et donc on a dû aller chercher des tickets de concert, aller regarder les vieux programmes, interroger les gens. J'ai téléphoné à tous les organisateurs que je connaissais, qui étaient encore vivants, pour avoir des souvenirs. Certains souvenirs étaient brumeux, donc il fallait un peu les recouper. Donc c'était pas si facile. Alors, Rock de Canal, c'est évidemment une référence à Rock de Casbah, les Clash, mais pourquoi le Canal? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le travail sur tout Bruxelles ou sur toute la Belgique? Alors c'est parce que le Canal est un territoire tout à fait particulier, que je vais essayer de vous décrire. D'abord, cette première image, juste pour vous dire que le canal a déjà un premier problème, c'est que le niveau de l'eau n'est pas à ras des trottoirs. Alors si vous allez au canal Saint-Martin à Paris, si vous allez à Lille, etc., vous verrez des cours d'eau dans la ville qui sont bragants, qui sont merveilleux et qui donnent un cachet extraordinaire. Le canal, c'est pas du tout ça. En fait, le canal, il est quasiment invisible. Il est 5 mètres, 6 mètres plus bas. Et donc finalement, c'est pas du tout quelque chose de très valorisant pour la ville. Et pendant des années, ça a été vécu comme plutôt... Je dirais pas un cloaque, mais enfin bon, petite parenthèse, j'ai un jour organisé une visite sur le canal avec un bateau pour des étudiants qui venaient de Montréal, et la première chose qu'on a vue au bout de 10 minutes, c'était un cadavre qui flottait. Donc, je dis, ok, donc, mais un jour j'ai un copain qui avait perdu sa bagnole, et puis les policiers l'appellent, et lui disent, on a retrouvé votre voiture, chouette. Et puis il y va, au lieu de rendez-vous, il connaissait pas la rue, et puis il a vu une grue avec sa bagnole remplie d'algues, voilà. Donc longtemps le canal ça a été ça. Et donc, c'était pas très valorisant. Et donc, c'était pas un endroit où vraiment la classe bourgeoise, dynamique et branchée se rendait. Sauf les rockers. Et quand je dis les rockers, c'est au sens large. Hein. C'est toutes les musiques non classiques. Et encore, même des musiques classiques, parce que Ars Musica, elle est là. Et maintenant, même la monnaie y va. Hein. Rappelez-vous, il y a un chapiteau à Tour et Taxi. Le point positif du fait que le canal est beaucoup plus bas, c'est qu'on a un mur gigantesque. Et que donc les taggers peuvent se donner à cœur joie. Voilà une petite illustration. Et c'est donc un espace de création. Rien que le mur du canal est un espace de création. Alors, bon, Bruxelles, moi j'ai écrit l'article avant les attentats de Paris et de Bruxelles. Mais évidemment, les attentats n'ont pas fait un bien fou au territoire du canal, et en particulier à Molenbeek. Et au milieu de la galaxie, du déluge, du tsunami d'articles négatifs sur Bruxelles et Molenbeek en particulier, je suis tombé sur un article qui allait à contre-courant du Monde, qui disait Molenbeek est aussi un repère d'artistes, sous-entendu pas que un repère de terroristes. Et donc là, on avait, c'est pas pour rien, c'est le journal le plus intelligent en France, des gens qui avaient fait la démarche d'aller gratter, d'aller voir un peu plus loin pour se demander, mais finalement, qui vit à Molenbeek? Comment ça se passe à Molenbeek? Et ils ont découvert qu'en fait, il y avait un univers extraordinaire. L'article est essentiellement tourné sur les plasticiens. Moi, je ne vais pas du tout en parler. Il y a Tatiana Debrou, qui est une chercheuse universitaire aussi, qui a fait qui a fait le même travail que moi, mais où elle parle essentiellement des plasticiens, c'est-à-dire des peintres, des sculpteurs, etc., qui se sont aussi implantés massivement dans le territoire du canal, essentiellement pour des raisons immobilières. Alors, le canal, c'est un endroit rock depuis longtemps. Alors, l'image la plus ancienne relative au rock, c'est l'arrivée des Rolling Stones au bord du canal, en hélicoptère de la Sabena, en 1966. Alors, vous reconnaissez là derrière la ferme des Boues avec le petit chapeau pointu, le garage Citroën. Et voilà, donc en fait il débarquait là parce qu'il donnait une conférence de presse à la Tour Martini qui n'existe plus, mais qui était un des lieux les plus branchés, donc c'est Place Rogier, un des lieux les plus branchés de Bruxelles, hein, puis c'est là que Jacques Dutronc a donné un concert mythique, avec toute la Place Rogier qui était boom vol, à l'occasion du bal de Guy Cudel, le bourgmestre de Saint-Josse, conférence des Rolling Stones, le mariage d'Adamo, mariage de Jacques X, enfin, c'était place to be dans les années 50-60, donc les Rolling Stones allaient à ce moment-là. Alors on a fait un travail. Quand je dis on, c'est parce que je ne suis pas seul. Je voudrais quand même rendre hommage à Jan Eckenhausen et Lise Naclé, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, donc c'était très intéressant, et qui connaissent des réseaux qui sont un peu différents des miens. Et donc, notamment, Jan Eckenhausen était très lié au réseau flamand, dont je vais vous parler, parce que les Flamands, et la communauté flamande a été hyper active dans le territoire du canal. Et
Et donc, ils ont pu apporter énormément d'infos, notamment sur les lieux beaucoup plus récents. Et bon, on a fait finalement un travail qui est très similaire à celui que fait maintenant Point Culture avec l'appli Belgium Underground. C'est essayer de répertorier les lieux, de les classer d'une manière ou d'une autre, chronologiquement, mais aussi par scène et par typologie, et puis de raconter un peu l'histoire de ces lieux. Alors, ça part dans tous les sens. Tous ces lieux ont des liens organiques les uns avec les autres, soit des collaborations, des mises en réseau, soit simplement qui se sont déplacés. En fait, c'est le même lieu qui s'est déplacé, un peu comme un Pac-Man dans la ville. Alors, je suis un spécialiste pour être trop long, et donc je n'arrive jamais à ma conclusion. Donc, j'ai décidé maintenant de commencer par ma conclusion. Comme ça, je vous dis ce qui est l'essentiel, et après je vous raconte, et puis si c'est trop long, on coupera, et puis c'est pas grave. Et comme ça aussi, les gens qui regardent la vidéo peuvent avoir, dès les premières minutes, un résumé de la conférence. Alors pourquoi? Donc tous les petits points que vous voyez sur la carte, ce sont des lieux de création, essentiellement musique non classique, hyper actifs dans le monde du Canal, dans le territoire du Canal, on va dire depuis les années 70, mais certains de ces lieux préexistaient avant les années 70. Alors comment ça se fait que le territoire du Canal, qui est donc un endroit qui n'était pas folichon, il faut le reconnaître, qui avait mauvaise presse, où personne ne voulait aller, et certainement pas les artistes et la classe bourgeoise à une époque, pourquoi est-ce que ce territoire a attiré finalement les lieux? Alors, première chose, il a profité d'une série de facteurs socio-immobiliers, on va dire comme ça, favorables, et notamment un processus de gentrification lent. La gentrification, c'est quoi? C'est la transformation sociologique des quartiers. En gros, de quartiers plutôt pauvres en quartiers plutôt bourgeois. Les quartiers les plus connus sont Greenwich Village, par exemple, le Marais à Paris, Chelsea à Londres, etc., etc. Des quartiers qui ont été très branchés et finalement très abordables à une certaine époque et qui, très rapidement, ont été investis par les promoteurs immobiliers. Les propriétaires ont senti qu'il y avait de l'argent à faire. Et puis finalement, ces quartiers se sont un peu éteints culturellement et sont devenus juste des quartiers résidentiels bourgeois. Ou commerçants chics. Mais à Bruxelles, le processus de gentrification est très lent. Il y a de la gentrification. Il y a des quartiers qui se transforment. Pensez à Saint-Géry, pensez à Saint-Gilles, etc. Mais pensez à certains quartiers d'Ixelles comme le Châtelain. Moi, j'ai habité un moment rue Américaine et avec des vendeurs de bagnoles. Parce qu'il y avait D'Ieteren à côté, etc. Maintenant, allez, place du Châtelain, c'est de la folie furieuse. Tellement c'est devenu le quartier hype, bourgeois, eurocrate, etc. Donc la gentrification, elle est hyper concentrée sur certains quartiers, et donc elle n'est pas massive, c'est pas le rouleau compresseur qui a par exemple transformé tout Manhattan dans les années 80. Deuxième facteur hyper intéressant, c'est que c'était une zone industrielle et que donc on a profité, les artistes et les programmateurs ont profité de la désindustrialisation, qui n'est pas super, hein. Dans la désindustrialisation, ce fut un drame pour le territoire du Canal. C'est des milliers de gens qui sont sans emploi. C'est un taux de chômage extraordinaire, notamment chez les jeunes, qui dépasse 50% dans la plupart des quartiers. Donc c'est quelque chose de très négatif, mais d'un point de vue disponibilité foncière pour les artistes, c'est quelque chose de positif. Désindustrialisation, ce sont des espaces, mais c'est aussi un patrimoine industriel. Ces usines, elles datent du 19e, début 20e, elles sont formidables. Et donc, au lieu de les raser, il faut en profiter. Et puis, il y avait quand même, dans la zone du canal, au territoire du canal au sens large, le territoire du canal, c'est 500 mètres d'un côté et 500 mètres de l'autre. Hein. Donc, finalement, avec cette théorie, on arrive rapidement jusqu'au Grand Boulevard, ou jusqu'à la place Rogier dont je parlais tout à l'heure, et on arrive jusqu'à la gare de l'Ouest, de l'autre côté, sur la rive gauche. Mais, donc voilà, il y avait des lieux historiques préexistants. Voilà, c'est comme par exemple le KVS, dont je vais vous parler dans un instant. Ce sont des quartiers cosmopolites. Cosmopolite, ça veut dire que ce sont des quartiers où plein de cultures, à commencer par les francophones et les flamands, mais aussi tous les immigrés, les Espagnols, les Marocains et toutes les autres nationalités qui sont arrivées après, ont pu éventuellement, je dis bien éventuellement parce que ça n'a pas toujours été facile, et il y a des démarches qui ont dû être entreprises, qui ont pu éventuellement influencer les programmations culturelles qui étaient initiées dans ces lieux. Alors, le point commun à presque tous les lieux qui se sont développés autour du canal, c'est que de manière très précurseurs, ce furent des lieux de croisement des disciplines et des publics. On ne faisait pas que du théâtre, que du rock, que de la BD, que de... On faisait tout, et on faisait tout en même temps, et on croisait, et parfois c'était du grand n'importe quoi, et parfois c'était génial. Et c'était des lieux d'expérimentation. Alors, le corollaire du fait qu'il y avait une dynamique, des lieux, etc., et que les artistes ont pu les investir pour presque rien,
je disais que Frédéric Flamand louait les 6000 m² de la raffinerie du Planca, 32 000 francs belges par mois. C'est en gros ce que mes parents payaient pour une bicoque à la même époque à Bruxelles, par mois. Mais là, c'était pour 6000 m². Nous, on n'avait pas une bicoque de 6000 m². Si on avait 200 m², c'était bien. Donc, vous imaginez, quoi, ça coûtait rien. Donc, ça veut dire que simplement les entrées pouvaient couvrir au moins le loyer. Je ne dis pas le fonctionnement, mais au moins le loyer. Tous les autres étaient bénévoles ou se payaient d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas pas via des subsides. Mais donc, le fait que ces lieux se soient développés et que la gentrification n'ait pas été brutale, massive, rapide, avec des promoteurs immobiliers qui rachètent tout, etc., a fait que petit à petit, ces lieux, qui étaient un peu montés à l'arrache, sans chauffage, sans rien, aient pu prendre de l'importance, obtenu une reconnaissance artistique, qui ont fait qu'à un moment donné, des pouvoirs subsidiants, genre communauté flamande ou communauté française, ont pu s'en rendre compte, les accompagner, et puis finalement les subventionner pour leur fonctionnement, et éventuellement racheter les lieux. Pensez au Hall de Schaerbeek, on sort du canal, mais pensez au Hall de Schaerbeek, la raffinerie du Planca qui est devenue Charleroi-Danse, etc., etc. Donc grâce à ça, les lieux ont pu rester. Alors que dans beaucoup de villes que je citais tout à l'heure, et je n'ai pas cité Berlin, et j'aurais pu en citer encore beaucoup d'autres, les lieux culturels ont dû quitter, partir, aller dans d'autres quartiers moins chers, plus pour aller découvrir. Berlin, c'est le sommet, hein, tellement ça a bougé. Moi, j'allais à Berlin tous les 2 ans, et chaque fois que je revenais, je découvrais une ville complètement différente, et tous les lieux que je connaissais avaient disparu et se retrouvaient 500 mètres plus loin dans une autre rue, quoi. C'est pas le cas dans le territoire du canal. Les choses ont pu se construire petit à petit. C'est très bruxellois aussi ça, finalement. Voilà. Alors, le territoire du canal, comme je le disais, c'est des déménagements. C'est des lieux qui grandissent, ça devient trop petit, on déménage. On se rénove, pendant qu'on rénove, on déménage. Et chaque fois qu'on déménage, on découvre un autre lieu. On investit une autre usine qui était abandonnée. Et alors, la particularité, et c'est le dernier point, la particularité du territoire du canal, c'est qu'on y a organisé des festivals qui étaient complètement différents des autres festivals. Et notamment des festivals transdisciplinaires et bicommunautaires. Et encore aujourd'hui, pour ceux qui sont actifs dans le monde de la culture, vous savez, c'est pas facile d'être bicommunautaire. Demandez au Kunsten Festival des Arts. Les Flamands trouvent que c'est trop francophone, les francophones trouvent que c'est trop flamand. On ne voit pas pourquoi on donnerait de l'argent pour un truc flamand, et ainsi de suite. Bref. Et donc c'est extrêmement difficile d'être à la rencontre des communautés. C'est beaucoup plus facile d'être dans la colonne ad hoc. Et donc là, ils s'en fichaient. Le cas, il faisait un truc avec le théâtre 140, et on y allait. Et non seulement on était bien des communautaires belges, mais il y avait des Polonais, des Espagnols qui venaient aussi. Et c'est ça qui faisait la particularité de ces festivals. Au lieu d'être sur une plaine à Rechter, à Terhout ou je ne sais où, dans un champ de patates, non, c'était des festivals en ville. Et comme c'était des festivals en ville, il fallait partir du caractère urbain du décor et des gens pour faire quelque chose de particulier. Alors, le canal. Maintenant, j'ai fait la conclusion, on peut s'arrêter là. Le canal. Pourquoi est-ce qu'on parle du territoire du canal? Je disais, j'aurais pu faire une analyse de tout Bruxelles, ça aurait pris un peu plus de temps, mais il s'est passé des choses formidables dans d'autres coins de Bruxelles. Je parlais des Halles de Schaerbeek, mais même à Uccle, hein, rien que la chaussée de Saint-Job, avec le classique, avec le vieux David Byrne au vieux Saint-Job. Vous imaginez, si vous allez au vieux Saint-Job, c'est un resto à Uccle. Le classique, c'est devenu à un moment un Tom & Co, je pense, et maintenant c'est une brocante, enfin un petit magasin d'antiquité, mais il y avait les Cures, il y avait des pêche-modes, etc. Donc à Uccle, donc. Donc il s'est passé au Mirano, il y a eu aussi des concerts extraordinaires à Saint-Josse. Mais donc, voilà. Nous, on a décidé de se concentrer sur le territoire du canal. Pourquoi? Parce qu'il est, d'un point de vue géographique et sociologique et économique, très particulier. Alors, la plus vieille carte de Bruxelles, c'est la carte de Jacques de Deventer, qui date de 1500, donc à l'époque de Charles Quint, 1556. Et vous voyez en vert, donc à l'époque, on ne faisait pas encore des courbes de niveau et tout ça, mais en vert, c'était la vallée. Et en gros, c'est le territoire du canal. Sauf que le canal n'existe pas encore tout à fait. Il existe un petit bout existe entre la petite ceinture ici et ça part vers Willebroek. Hein, donc il y avait déjà un bout de canal de Willebroek qui était un petit machin qui permettait à des petits bateaux de transporter de la marchandise, parce que la Seine, bien gentille la Seine, mais si elle fait 10 mètres de large et 3 mètres de profondeur quand il pleut, c'est bien. Et donc pour transporter de la marchandise, c'était pas d'une efficacité redoutable. Elle a quand même été à la base de la création de Bruxelles,
Parce qu'on pouvait quand même, avec une barque à fond plat, transporter les marchandises, mais enfin, c'était quand même pas le top. Donc on a vite, donc, dès la Renaissance, voulu doubler la Seine par un canal. Et ça s'est fait donc sous l'égide de Charles Quint. Cette carte est intéressante parce qu'elle montre bien que cette vallée, elle est en fait assez abrupte. Enfin, les versants sont abrupts. En tout cas, sur la rive droite. N'importe qui va chercher un sandwich place Rogier et remonte au point culture, revient totalement essoufflé. Parce qu'il y a un dénivelé important. Et c'est rien encore ici, mais prenez votre vélo et partez de la Bourse, remontez les pavés du Sablon jusqu'à la place Royale, vous êtes mort. Hein, c'est pas pour rien qu'on a les champions cyclistes qui gagnent au mur de Grammont. C'est parce que le relief est extrêmement accentué de ce côté-là. Le point positif, c'est que l'air est pur, l'eau est pure. Hein, au Sablon, il y avait une fontaine avec de l'eau pure. Et donc c'est pour ça que les bourgeois s'installent à cet endroit-là. D'un autre côté, le fond de la vallée, c'est un cloaque. Les eaux usées, parce qu'il n'y a pas d'égout, hein, les eaux usées au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime s'accumulent dans les rues, dévalent les pentes et se retrouvent en gros dans la Seine et dans ce qui deviendra plus tard le canal. Donc ça pue, ça véhicule des maladies, il y a des tanneries au fond, enfin bon, bref. Quand on est riche, on n'a pas trop envie d'habiter en bas, on a plutôt envie d'habiter en haut. Ce qui va provoquer vraiment une distinction sociologique fondamentale de Bruxelles avec un plateau, en gros, le sud-est, hein, de l'avenue de Tervuren à l'avenue Louise, aujourd'hui, en passant par Ixelles, Saint-Gilles, Uccle, etc., où on va retrouver les riches. Et il a un fond de vallée, Molenbeek, Kuregem, etc., où on va retrouver plutôt des pauvres. Alors c'est joli, cette vallée. Mais c'est ça la Seine, hein, donc il faut imaginer que c'est pas gigantesque, c'est pas la Seine de Paris. Hein. Sous le pont de Bisterouge ou sous le pont de Lutre coule la Seine. Mais la Seine, c'est quand même des spots. Donc, j'ai été un peu négatif sur le canal en disant que c'était un truc qui se trouvait tellement bas, le niveau de l'eau est tellement bas qu'on voit rien. Mais quand même, il y a quelques spots paysagers qui font... on comprend que les gens puissent être attirés, et notamment aujourd'hui les promoteurs immobiliers. Là, on est à Bisterouge. Et donc, évidemment, les premiers qui découvrent... Alors, moi, je suis hyper critique envers la publicité, parce qu'elle pousse à la surconsommation. Mais il faut bien reconnaître que les publicitaires sont des gens ultra créatifs et souvent très attentifs à ce qui se passe dans les villes. Et donc, voilà, c'est la première fois qu'on a valorisé la cité administrative de l'État, ou la première fois qu'on a valorisé le canal en tant qu'image, c'est les publicitaires qui l'ont fait. Alors ici, c'est un shooting de mode dans une boîte qui a bien marché à un moment donné et qui est devenue un peu une boîte plus classique, qui n'a pas un grand intérêt culturel aujourd'hui, mais c'est la boîte de Canal, K-Nal, qui se trouve au bord du canal, au bassin Bécaud, presque à Tour et Taxi, en face de l'actuel musée Citroën, donc c'est encore le garage Citroën. Et donc les promoteurs, évidemment, ils ont compris qu'il y avait des spots, qu'il y avait des possibilités, et ça c'est ce qu'on voit du dernier étage, du balcon de la tour Upside, qui s'est construite en face de Tour et Taxi. Alors, le fond de la vallée, c'est pas folichon parce que on rassemble les eaux usées, etc. Mais le point positif, c'est que c'est plat. Et quand quelque chose est plat, on peut y installer des infrastructures. Et donc, on voit ici que toute la vallée de la Seine, c'est un espace infrastructurel de lignes de chemin de fer et d'un canal qui va être élargi, approfondi et prolongé, 1832, vers Charleroi, notamment pour faire venir du charbon. Et ça, évidemment, c'est très propice pour le développement économique. Résultat des courses, regardez cette carte. C'est une carte qui représente les usines. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. De toute façon, j'ai fait un petit agrandissement. Rassurez-vous au slide suivant. C'est une carte qui représente les usines. Donc, c'était une carte un peu style chambre de commerce, quoi. En gros, voilà, on vous présente un peu la richesse et le dynamisme de Bruxelles. Il faut savoir que Bruxelles était la principale ville industrielle de Belgique. Avant Charleroi, avant Liège, avant Anvers. On pense que c'était une ville administrative depuis toujours. Pas du tout. C'était une ville ultra industrielle, notamment tout le territoire du canal. Alors j'ai fait un petit zoom, et pas un zoom innocent. Là, on est à la porte de Ninove, en gros. Hein, vous voyez, ici, c'est la porte de Ninove. Vous voyez qu'il y avait encore de la Seine qui croisait le canal. Donc il y a des trucs géniaux, hein, des rivières qui croisent des canaux, et des trucs comme ça. Il y a même un plus loin, il y a un carrefour de rivières. Je ne sais pas comment l'eau fait pour s'y retrouver, enfin bref. Mais donc, il y avait des gigantesques usines, et ces usines vont être évidemment des moteurs de développement culturel. Alors, l'usine dont je voulais vous parler en premier, c'est la raffinerie de sucre Graff, qui date donc du 19e siècle, et c'est une usine qui a eu 2000 ouvriers.
c'est là qu'on a inventé la cassonade. Voilà Monsieur Graff. Voilà la cassonade qui s'appelle encore Graff. Hein. Alors, ils ont été rachetés par Tirlemont. Ils ont dû fermer leurs portes à un moment, etc. Mais c'est Monsieur Graff qui a inventé le morceau de sucre, figurez-vous. Le petit morceau de sucre blanc, c'est lui qui l'a inventé. Donc c'était vraiment une super usine. Bon, après, mondialisation du sucre, surtout en Belgique avec Tirlemont qui rachète tout, délocalisation, et finalement le bâtiment est disponible et abandonné pendant plusieurs années. Donc la raffinerie de sucre a été fermée en 1958 et est devenue un moment, mais en partie, un dépôt de peinture, et surtout était un bâtiment vide. Alors, il faut savoir qu'il y a un moment charnière clé dans l'histoire artistique de Bruxelles, qui est sans doute européenne et peut-être même mondiale, c'est mai 68. Durant mai 68, des expériences sont faites, c'est à ce moment-là qu'on mêle les disciplines, qu'on remet en cause l'institutionnalisation de la culture, le théâtre à l'italienne, etc. etc. Et donc, à partir de 1968, et le tournant, on va dire entre 68 et 73, on a un foisonnement de création d'ASBL, ou même pas d'ASBL, de groupements artistiques qui vont tenter des choses. Plein vont disparaître, et il y en a un qui va réussir à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est le plan K. Alors, quand on demande à Frédéric Flamand, qui est le bonhomme qui est ici au milieu avec sa chemise blanche et son pantalon noir au milieu des deux vélos, quand on demande à Frédéric Flamand pourquoi le plan K, il dit ouais, je voulais un nom qui sonne bien, et c'est vraiment comme un groupe de rock, quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Un truc qui pêche dans toutes les langues et qui ne fait pas référence spécialement à un lieu, etc. Bref, il crée cette compagnie. Alors c'est la première compagnie de danse-théâtre en Belgique. On fait à la fois du théâtre et de la danse, donc déjà première transdisciplinarité. Et le plan K voyage en Amérique, à New York, à Baltimore et dans d'autres villes. Mais à un moment, décide de se poser. Mais vous voyez, 4 ans plus tard, il se pose en 1977. Ils vont importer, notamment de New York, toute une manière de fonctionner qui est complètement révolutionnaire pour Bruxelles. Où justement à Greenwich Village, à Brooklyn et ailleurs, on a récupéré des anciennes usines. Et donc ils vont dire, bon, on va faire la même chose, on va essayer de trouver un lieu. Et ils trouvent donc l'ancienne raffinerie de sucre, 6000 mètres carrés. Mais ce qui est surtout dément, c'est que c'est gigantesque. Il y a des salles partout. Il y a des salles qui sont grandes, des salles qui sont minuscules. Il y a des hauteurs sous plafond qui sont assez difficiles, genre 3 mètres, ou même moins parfois, on peut se cogner à des poutres, en tout cas moi. Alors parfois ils l'ont pété pour pouvoir avoir une double hauteur et pouvoir faire des choses un peu plus impressionnantes. Et on va faire de tout. De tout. Alors je vous recommande le livre de Philippe Carly, qui est un photographe et qui était présent au plan K et aussi dans plein d'autres lieux culturels bruxellois à cette époque-là, et qui a pris plein de photos fabuleuses, dont la fameuse photo qu'on voit en couverture ici du chanteur de Joy Division, Ian Curtis. Philippe Carly dit avoir pris cette photo, c'est une bénédiction. Donc, on prend des photos, on prend plein de photos, et puis à un moment donné, le hasard fait qu'on a un moment magique. Le hasard et pas que, le talent aussi, et on prend une photo magique, et qui a fait le tour du monde. Mais donc... Voilà, je vous recommande la lecture de ce bouquin-là. C'est bourré de témoignages de Frédéric Flamand, des gens qui ont accompagné, de Michel Duval, qui faisait avec Anne Quenery la programmation musicale, et de plein d'autres, et plein de groupes rock. Hein. Il y a Peter Hook de Joy Division, justement, qui raconte un peu comment ça s'est passé. Alors ici, une photo de Econ de Bunnyman, un de ces fameux groupes post-punk new wave du début des années 80. On voit que, voilà, on est à l'intérieur de l'usine, les colonnes. Alors certains se plaignaient à mort du son, réverbant, et d'autres disaient au contraire, ça a donné une intensité à la musique. Certains groupes étaient enthousiastes, ou certains ingénieurs du son étaient enthousiastes par le lieu. Alors, bon, c'est un lieu où, je l'ai dit, toutes les disciplines ont été pratiquées. D'un point de vue rock, purement rock, c'est un lieu légendaire. C'est un lieu légendaire parce que ce fut la principale tête de pont du rock anglais sur le continent. Des groupes comme justement Joy Division, mais beaucoup d'autres, c'était la première fois qu'ils se produisaient hors Angleterre. Peter Hook, justement dans son témoignage, dit on ne s'était produit en gros qu'à Manchester. Et on avait été une fois à Londres,
Et sinon, on est allé au plan K. Et le plan K, pour eux, c'est comme si on leur avait dit, on va à New York, quoi. Alors, ils ont été accueillis, mais ils ont été accueillis comme des tout petits groupes. Hein. Je suis certain que les groupes qui se sont produits hier, ici, ont été beaucoup mieux accueillis. Alors, on les a logés dans une auberge de jeunesse. Alors, ils sont arrivés. Une auberge de jeunesse, il y avait en gros 2 chambres. Une avec 4 lits superposés et un dortoir de 12 places. Et alors, comme il y avait aussi Cabaret Voltaire, qui faisait la première partie, et que Cabaret Voltaire est arrivé un peu avant, ils avaient déjà pris la chambre de 4 places. Donc Joy Division s'est retrouvé dans le dortoir de 12. Ils n'ont pas très bien compris que d'autres gens pouvaient dormir dans le dortoir de 12. Donc ils ont plus ou moins cassé la gueule aux gens qui occupaient les lits qui étaient là. Mais non, on a le droit d'être là. Ils parlaient en anglais, les gens ne comprenaient rien, etc. Ils se bagarraient. Ian Curtis, qui est donc le chanteur, a dit, moi, fini, je vais dormir avec Cabaret Voltaire. Voilà. Il y en a un qui se sont tellement bagarrés qu'à un moment, il y en a un de l'équipe, donc c'est devenu New Order après, hein, qui s'est pris le radiateur sur la tronche. Enfin bref, déjà bonne ambiance dès l'auberge de jeunesse. Bon, et alors, rien que l'affiche ici, hein, c'est Joy Division et Cabaret Voltaire, donc ça c'est du rock, du post-punk, mais c'est aussi Williamsboro, et Williamsboro c'est de la littérature, c'est de la Beat Generation. Et donc déjà, voilà. Et alors pendant que Williamsboro faisait sa conférence en haut, les autres faisaient leur concert en bas. Peter Hook raconte que Ian Curtis, alors je ne sais pas si c'est vrai, parce que le problème c'est que ces lieux s'auto-entretiennent en termes de légende. Et les gens qui ont vécu le truc, par exemple Peter Hook, qui est quand même membre de Joy Division et un des leaders de New Order, s'auto-raconte des trucs qu'il a peut-être en fait entendu. Il se rappelle, mais se rappelle-t-il vraiment que Ian Curtis a demandé un livre gratos à William Burroughs qui lui a dit « fuck off, kid », qu'il a envoyé péter. Bon, pourquoi est-ce que tous ces groupes de Manchester, de Londres, etc., de Blackpool et d'autres bleds comme ça, enfin, Londres n'est pas un bled, venaient à Bruxelles? C'est parce que Annie Honoré, qui est donc une bruxelloise, fan de rock, et notamment fan de Siouxsie and the Banshees, a été travaillée comme secrétaire ou employée de l'ambassade de Belgique à Londres. Alors le travail lui-même à l'ambassade ne devait pas être exaltant, mais elle en profitait pour aller voir tous les petits groupes. Et elle raconte, ou ses copains racontent, parce qu'elle est malheureusement décédée, que voilà, la journée, elle faisait son 9h, 5h, mais dès que 5h était fini, elle prenait le train, elle allait à Manchester, elle allait dans d'autres villes pour aller voir des groupes. Elle ne dormait pas de la nuit, elle revenait le lendemain travailler à l'ambassade, fraîche comme une garden, je ne sais pas comment c'est. Et donc, elle a ramené, c'est une journaliste aussi, hein, donc comme elle était journaliste, mais elle n'était pas journaliste au soir, hein, elle était journaliste dans des petits trucs, mais grâce à ça, elle avait une carte de presse, et donc elle pouvait rentrer backstage, et donc elle a pu petit à petit entrer en contact avec des groupes et leur proposer de venir tout simplement au plan K. Et comme Frédéric Flamand était très ouvert à une programmation rock, il n'y connaissait pas grand-chose, il donnait carte blanche, allez-y les gars, Michel, Annick, venez, proposez-moi des trucs. Et donc petit à petit, ces groupes, découverts soit à Londres, soit à Manchester, soit ailleurs, sont venus à Bruxelles. Et alors petit à petit, ça s'est un petit peu institutionnalisé, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai lien organique entre ce qui se passait à Manchester, essentiellement à la Factory, hein, créée par Tony Wilson, où Tony Wilson il a tout fait. Hein. Tout s'est passé à Manchester à un moment donné. Hein. Donc il y a eu Joy Division, il y a eu New Order, mais il y a eu la Happy Mondays, il y a eu les Smiths. À un moment, il y avait rien. Il y avait que Manchester qui comptait. Et donc il y a eu un lien organique qui s'est créé avec le plan K. Et tous les groupes de Manchester, en ce compris des groupes dont on n'a plus jamais entendu parler, sont venus, conduits en van par Tony Wilson, passer la frontière. Tony Wilson qui fouillait leurs bagages pour enlever le shit, la coke, je ne sais pas quoi, qui traînait pour que les douaniers, parce que voilà, c'était pas facile de passer les frontières. C'est toujours pas facile aujourd'hui vers l'Angleterre. Voilà. Et donc, ils dormaient dans les auberges de jeunesse. Voilà. Et donc, il s'est passé énormément de choses au plan K. Annie Honoré a créé, avec Michel Duval, les disques du crépuscule. Et il y a Internet, Google, disque du crépuscule. Et il y a une discographie qui est sûrement disponible au Point Culture, mais qui est aussi trouvable, commandable via Internet, avec des groupes formidables dont on n'a plus jamais entendu parler et des groupes évidemment très connus. Quand même, je ne sais pas quel est le ou la journaliste de rock belge
qui aura droit, le jour où il va décéder, aura droit à un article dans The Times. Ça veut dire qu'elle a marqué profondément. Je ne suis pas sûr que Gilles Verland ait eu ça, je ne suis pas sûr que Thierry Coljon aura ça, que Ray Cox même aura ça. Pourquoi ? Parce que elle est reconnue en Angleterre comme une découvreuse de talent. Et le fait de faire venir des groupes sur le continent a valorisé même en Angleterre ces groupes. Après, elle est aussi très connue parce qu'elle a été la petite amie de Ian Curtis, qui a eu un film qui est à la fois bien et pas bien. C'est un film qui s'appelle Control, qui raconte l'histoire de Joy Division. C'est une histoire tragique, parce que Ian Curtis s'est suicidé très vite, quelques mois après sa rencontre avec Annie Honoré. Mais en plus, c'était un amour platonique, parce que Ian Curtis était incapable de rien, si je peux me permettre l'expression, parce qu'il prenait tellement de médocs contre l'épilepsie, etc., que de toute façon, il était complètement HS. Mais donc, c'était une relation hyper profonde et intellectuelle, en fait, entre Annie Honoré et Ian Curtis. Mais donc, Annie Honoré, c'était la maîtresse, en quelque sorte, parce que Ian Curtis était marié à une dame en Angleterre. Et donc, elle a toujours eu mauvaise presse, en quelque sorte. C'était un peu le mauvais rôle, quoi. Et le fait que le Times, enfin, moi, ça m'a ému, le fait que le Times rende hommage à Annie Honoré, c'était quand même quelque chose, je trouvais, voilà, ce n'est pas que la fille qui a piqué Ian Curtis à sa femme, c'est une vraie... D'abord, c'est un amour vrai et sincère, et en plus, c'était une vraie découvreuse extraordinaire de talent. Bon, on va changer de lieu. Il n'y a pas que des sucreries à récupérer, il y a aussi des entrepôts, entrepôts de meubles, etc. Rue du Magasin numéro 4. Qui porte bien son nom, puisque c'était vraiment un espace qui est composé de bâtiments d'entreposage, etc. Et c'est là que, plus tard, donc en 1994, une bande de punk dont des gars de PPZ30, etc., vont créer une boîte punk. Il manquait en fait une vraie boîte punk. Moi, j'étais souvent... Je ne sais pas comment les pompiers ont pu donner une autorisation pour organiser quoi que ce soit là-dedans. Je suis certain que, mais même au plan K, je suis certain que non. Heureusement, c'est que du béton, mais n'importe quoi aurait flambé. C'était des. Enfin bon, aujourd'hui, à mon avis, plus rien de tout ça serait possible. Très rapidement, la police et les pompiers interviendraient. Voilà. Donc, mais le magasin 4, c'est, je pense, l'institution qui s'est le moins institutionnalisée. C'est-à-dire que ils ont toujours fonctionné quasiment sans subside. Je crois qu'ils reçoivent quelques raouettes de la communauté française, mais si c'est 50 000 €, c'est bien. Et ils fonctionnent que comme bénévoles. Donc c'est que de l'énergie bénévole. Mais c'est extraordinaire que depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, un lieu ait pu tenir uniquement sur l'énergie bénévole. Les gens ne sont jamais payés. Ça demande un sacerdoce extraordinaire. Parce qu'à un moment, les gens se lassent, ils se fatiguent, à un moment, ils doivent bien gagner leur vie. Non, il y a toujours eu des générations pour reprendre et pour perpétuer le lieu. Donc ça a bien marché jusqu'en 2008, où le propriétaire, parce qu'on n'est pas si loin que ça des grands boulevards, on est un peu à l'arrière on est entre le Canal et le Théâtre National, on va dire. Il a quand même fallu attendre 2008 pour que le propriétaire se dise « ping ». En fait, je pourrais peut-être virer ces punks et rénover mon bâtiment, faire des logements, des lofts et vendre ça très cher. Mais donc, il a fallu un certain temps pour que le franc tombe. Mais donc, ça, c'est la preuve que la gentrification, elle existe quand même. Et que donc, à un moment donné, les lieux, quand ils ne se sont pas institutionnalisés, ils n'ont pas pu racheter leur lieu, les associations sont chassées. Alors le territoire du Canal, c'est un territoire qui politiquement a été meurtri. Je veux dire, c'était un territoire totalement délaissé, même par les autorités communales de Anderlecht, Molenbeek, etc. Et certainement par les autorités fédérales, enfin nationales à l'époque et de l'agglomération. Par exemple, ici, on a une photo aérienne qui montre une véritable balafre à travers Molenbeek. Vous avez ici la maison communale de Molenbeek. Et tout ce machin-là, c'est le chantier du métro. Alors le métro à Bruxelles, quand on l'a créé, on a fait ça de manière délicate quand on traversait les beaux quartiers. Par exemple, autour du parc de Bruxelles, etc., le Général de Banque. On passait en sous-œuvre, on faisait... Mais dès qu'on arrivait dans les quartiers populaires, pour économiser, c'était très simple. On rase tout, on fait un trou, on tape des rails, on rebouche, et puis après on ne fait plus rien. Mais plus rien. C'est resté un terrain vague pendant des années. Alors quand je dis que les autorités communales n'ont rien fait, à un moment donné, les autorités communales, et notamment à Molenbeek-Philippe Moureau,
plus qu'à Anderlecht, on dit mais c'est pas possible. Et nous on a inversé la tendance. Donc ils ont essayé d'investir massivement, et la région aussi, hein, à travers les contrats de quartier, etc., investir massivement dans les quartiers qui avaient été délaissés. Et donc pendant des années, il a été question d'essayer de recoudre cette balafre. Mais c'était un endroit qui était vraiment... c'était un terrain vague, il y avait des bagnoles abandonnées, etc. C'était même pas réaménagé vaguement en boulevard ou en espace public. C'était juste abandonné, on s'en fichait complètement. À côté de la maison communale de Molenbeek, hein, donc c'est pas un lieu semi-périphérique. Et alors ici, dans ce petit bloc-là, il y a un lieu tout à fait extraordinaire qui s'est développé, qui ne ressemble à rien. Enfin, c'est pas vrai, l'entrée est jolie, mais c'est tout petit. Je crois que c'est une jauge de 400. Il y a un bar, puis une petite salle de concert, puis un petit couloir, et puis ça donne de la rue d'à côté. C'est le Bart Kapoen. Alors, comme je cherchais des dates, parce que je ne me souvenais plus très bien quand ils avaient été créés, j'étais sur leur site, et le texte que vous voyez à droite, c'est un print screen de leur site. Voilà comment ça se présente. Comment il se présente en français. C'est un centre culturel flamand, mais il se présente quand même aussi en français. Donc c'est un centre communautaire flamand, expérimental et un club de musique en plein cœur de Molenbeek. Le VK donne des chances, et ils mettent ça en gras, je trouve ça génial. Et ils ont donné des chances à des groupes qui s'appartiennent dans tous les sens. Mais les groupes à qui ils ont donné leur chance, c'est Blur, Suède, Thérapie, Rage Against the Machine, Supergrass, les Sundays. Enfin, c'est hallucinant les groupes qui passaient au VK. Et qui après, il y en a plein d'autres. Hein. Je suis en train de citer ceux qui sont connus. Je ne cite pas les 1 milliard d'autres qui sont tombés totalement dans l'oubli. Mais quand vous faites une scène pour donner sa chance, vous devez faire dans le quantitatif en plus du qualitatif. C'est-à-dire que la moitié des groupes tombent dans l'oubli total, mais l'autre moitié devient éventuellement des grands placebo. Enfin, j'en parle. Voilà. Donc pour des jeunes artistes. Mais alors, ce qui est génial, et alors vous voyez aussi un autre en gras, vous lirez ça un jour, mais en gras, vous voyez qu'il est marqué crossover, hip-hop, salon de thé, opéra vélo, danse, électro, etc. Ça part. Et alors, la journée, c'est un vrai centre culturel communal, de quartier. Ici, c'est une super action qu'ils ont fait, c'est avec les gens du quartier, commémorer les 50 ans de l'immigration marocaine. Voilà, il y a des activités comme ça. Et parfois, moi j'étais l'autre jour, parce que justement pour écrire, enfin l'autre jour, c'est quelques années, pour écrire l'article, je devais rencontrer les gens du VK. Et il y avait de la gym. Donc les pensionnés qui avaient de la gym avec leur petit tapis, etc. Et le soir, c'était Dub FX. Donc c'est un dubber, un Australien, avec un public déchaîné. Etc. Donc voilà, en face de... voilà, ça c'est le soir, un autre genre. Shank, Nancy, quelques tickets. Moi, j'ai pris en gros des tickets je ne jette jamais les tickets. C'est ça qui est dommage. Moi, je regrette l'époque où on recevait des tickets. Maintenant, on imprime, on met ça sur son GSM, on scanne et on n'a plus de tickets. Mais du coup, moi, j'ai été rechercher un peu mes vieux tickets. J'ai tapé. Il y avait quoi? Garbage, Suède, Pulp. Oui, Pulp, génial. Les Sundays, ici, mais j'aurais pu taper d'autres trucs. Ah voilà, j'ai photographié quelques Blonde Redhead, ça c'est génial. Pavement, enfin bon, vous voyez les groupes, quoi. C'est quand même des grands groupes. Alors le canal est une frontière. C'est une vraie frontière dans la ville. Ici, on est en gros au Walvis, hein, sur le pont de la chaussée de Gand. Et c'est un de mes collègues, d'ailleurs, à l'ULB, à la faculté d'architecture, qui a fait cette installation, qui a tenu genre... je ne sais même pas si elle a tenu un jour. C'est Emilio Lopez Manchero. Il s'est dit, mais le canal, c'est une vraie frontière. Et il faut symboliquement faire un post-frontière. Et donc, il a fait la réplique exacte de Checkpoint Charlie, de Berlin. Et pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que... un truc qui n'est pas très populaire dans un quartier immigré comme Molenbeek, c'est le drapeau américain. Le drapeau soviétique n'a pas aucun problème. Le drapeau soviétique a été rapidement piqué, mais je pense qu'il se trouve dans un café, quelque part, affiché, etc. Le drapeau américain, il a été déchiré, jeté dans le canal, le Checkpoint Charlie a été incendié, etc. Parce qu'évidemment, les jeunes, il manquait peut-être un petit accompagnement, il n'a peut-être même pas eu le temps de faire l'accompagnement pédagogique de l'œuvre pour expliquer que c'était un machin qui avait eu lieu à Berlin, etc. Que c'était pas vraiment les Américains qui débarquaient, quoi. Donc ça n'a pas vraiment plu. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a des photos, et c'est un peu ça le principe des installations, hein, ça ne doit pas tenir longtemps. Mais l'idée, c'était de montrer que le canal était quand même une vraie rupture. Quelques cartes. Le revenu moyen par habitant. Quand c'est clair, les gens ont un faible revenu.
Quand c'est bleu, les gens ont un revenu élevé. Il n'y a pas photo. Hein. On est dans une zone extrêmement précarisée. Alors, les dates, c'est 2005, mais je me suis dit, je vais imprimer la carte de 2018. Mais comme je ne l'avais pas avec le canal en rouge, ça donnait moins bien. Mais en gros, la carte n'a pas changé. Hein. Ça, c'est un indicateur de la qualité du logement. Quand c'est bleu, les logements sont de très faible qualité. En gros, il n'y a pas le confort. Il n'y a parfois même pas de toilette ou de salle de bain dans les logements. Quand c'est bleu, c'est mauvais. Ben voilà. Et les nationalités. Vous voyez la part de l'Afrique du Nord. Donc le territoire du canal, c'est un territoire qui a été investi par notamment les Marocains. Si on s'intéresse aux étrangers européens, vous voyez qu'il y a là, c'est la carte où l'effet frontière est le plus fort, quoi. C'est-à-dire que les Français, les Allemands, les Anglais, etc., les Hollandais, pour prendre les nationalités qui sont les plus courantes, les Italiens même les Espagnols, ne franchissent pas le canal, ne vont jamais de l'autre côté du canal. Alors si eux ne franchissent pas, que dire des bourgeois belges? Ils ne franchissaient jamais le canal. Et même moi encore, quand j'ai des copains qui habitent à Laken ou à Berkem, tu habites de l'autre côté du canal, quoi. Pour moi, c'est, je pourrais dire, tu habites à Kansas City, quoi. Et les seuls qui franchissaient le canal, ou la seule occasion qu'on avait de franchir le canal dans les années 70, 80, 90, c'était pour les lieux culturels, justement. Et donc, à Niconoré, tout ça, c'est des huclois, en gros. Hein. Ils ont investi ces lieux-là, pas parce qu'ils avaient un attachement particulier à Molenbeek ou à Kuregem, ou non, c'est parce qu'ils ont trouvé des lieux, quoi. Et parce qu'ils ont trouvé que l'endroit, il y avait une ambiance particulière. En plus, la raffinerie Blanca, c'est rue de Manchester, il n'y a pas moyen de faire mieux. C'est le hasard total. Mais alors, c'est marrant, hein, parce que les groupes qui débarquaient de Manchester, ils débarquaient donc rue de Manchester. Ils disaient, mais enfin, ils ont changé le nom pour nous, c'est dément, les Bruxellois, waouh, trop bien. C'est pas du tout, c'est pur hasard, parce que c'était une zone industrielle. La rue derrière s'appelle la rue de Birmingham, où il y a eu la bodega d'ailleurs. Donc voilà, effet frontière important. Ça, c'est encore un extrait de l'article du Monde. C'est où ils interviewent des plasticiens. Mais voilà, la dame ici à droite, elle dit... elle avoue ne pas fréquenter le quartier en dehors de son travail. Et la dame à gauche, elle est plus ouverte, elle dit elle est engagée dans la vie locale, mais les interactions avec la population sont furtives. Et c'est vraiment ça. Donc il y a une vraie... En fait, ce qui se passe dans le territoire du canal, c'est ça. Ce qu'on aimerait bien qu'il se passe, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est ça. Et c'est déjà pas mal, parce que ça aurait pu être ça. Donc c'est deux mondes qui habitent dans le même territoire, mais qui n'ont pas totalement d'interaction. Et on va voir que des tentatives ont été faites. Et donc ces gens-là, les plasticiens notamment, mais aussi beaucoup même de yuppies qui habitent dans des lofts, vivent une vie totalement parallèle de la vie des gens. J'ai un bel exemple, c'est rue de Birmingham justement, dont on parlait il y a un instant. C'est une ancienne usine encore, qui a été rachetée par un promoteur, une promotrice, JCX, qui... on a fait plutôt des lofts assez chics. Hein. Moi, j'aimerais bien habiter là, avec une vue incroyable sur la ville, dans un des quartiers les plus pauvres de Bruxelles. Sauf que la configuration des lieux en usine, avec une porte d'entrée, etc., il suffit de mettre un petit digicode, et on peut vivre dans une gated community. On peut vivre en interaction, sans interaction totale avec le reste du quartier. On vient avec sa bagnole, on ressort avec sa bagnole. C'est évidemment pas souhaitable. Maintenant, d'un point de vue immobilier, c'est bien joué parce que ça permet de créer un produit chic dans un quartier qui ne l'est pas. Alors, justement, les huclois qui débarquent, les blousons dorés qui débarquent. Daniel Sanfeld, que j'ai eu longuement au téléphone, qui m'a raconté pendant des heures le Full Moon, c'était un vrai régal, et Laurent Bainval ont créé donc un lieu, le Full Moon, au bord du canal, donc quai de Marimont. Je ne sais pas si j'ai pas une image. Ouais, voilà, c'est là. On n'est pas très loin du Planca. Le Planca est juste en dehors de la photo, en haut là. Et le Full Moon, c'est ça. C'est un bâtiment qui ressemble à rien. C'est une ancienne usine de coffre-fort. Donc voilà, il y a des espaces, puis une mezzanine ici, etc. J'ai même pas pris une photo de l'entrée tellement c'est moche, ça ressemble à rien. Et aujourd'hui, c'est fermé. Ça n'existe plus parce qu'il y a eu tellement de problèmes de voisinage, etc. Il faut dire que faire de la musique ici dedans, avec Akamoun, Andy Summers, etc. Je comprends que les gens râlent un petit peu. Il y a eu... Mais eux, ils se sont dit, eux, c'est des Claude Nouveau, ils se sont dit, on ne va pas s'amener là comme ça. Et donc, ils ont eu une double politique. Une politique d'accepter tous les publics, donc en ce compris les jeunes du quartier. Et les jeunes du quartier, ils sont
Ils ont rock'n'roll pour le coup. Hein. C'est les jeunes de la plaine de Liverpool. C'est quand même pas pour rigoler. C'est des trafics de drogue existent, des règlements de compte entre gangs existent, etc. Donc c'est vraiment un endroit qui est assez dur et qu'il était déjà très fort à l'époque. Mais ces jeunes-là, notamment les jeunes marocains, étaient rejetés de toutes les boîtes. Hein. Tu rentres pas un quart de membre, basket, enfin, tout le monde a connu ça. Mais eux, ils ne rentraient jamais. La politique du full moon, vous rentrez, pas de problème. Si vous déconnez, on vous dehors, mais vous rentrez, pas de problème. C'est une première chose. Deuxième chose, c'est la programmation elle-même. Essayer de créer une programmation qui, justement, attire ce public. Parce que c'est pas tout de dire que vous pouvez rentrer, si c'est quelque chose qui ne les interpelle absolument pas, ça n'a aucun intérêt. Et donc là, de nouveau, croisement de disciplines, à la fois expo, à la fois concert, c'était plutôt jazz, musique du monde, etc. Soirée dansante, etc. Mais en faisant venir... ah oui, c'est un truc, je relis mes slides là, c'est aussi un espace de répétition. Ça, c'est un truc que j'ai pas assez dit. Le plan K, et, parce que c'est gigantesque, et le Full Moon, parce qu'ils l'ont voulu, c'était pas gigantesque, mais parce qu'ils l'ont voulu, a aussi offert des espaces de répétition. Et ce qui manque, message politique, pour les élections communales, pour toutes les élections que vous voulez, pour la communauté française, pour le point culture, il manque des espaces de répétition. J'ai à un moment travaillé pour la commune d'Ixelles, et j'avais des coups de fil de groupes, mais pas des petits groupes, hein, c'était Montevideo, Girls in Hawaii, qui me téléphonaient, Yves, pitié, trouve-moi un local pour répéter. Je dis, ah mon Dieu, que si Girls in Hawaii ne trouve pas un local pour répéter, qu'en est-il de tous les autres groupes qui n'ont jamais fait un album de leur vie, etc. Donc c'est ça qui manque, les scènes pour se produire. C'est une chose, il y en a. Après, c'est pas toujours facile, mais il y en a. Et puis après, il faut des espaces de répétition et qui n'emmerdent pas tous les voisins. Voilà, la Progra était très world. Hein, très ici, c'est cubain. Et des soirées où vous avez tout en même temps. Quoi. Alors, le territoire du Canal est aussi un espace culturel flamand stratégique. Il y a eu une vraie volonté politique flamande de s'implanter dans ce territoire-là. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe? À la fin du 19e siècle, Bruxelles se francise très très fort. Et les Flamands se disent, oh là là, si ça continue comme ça, donc ils n'ont jamais espéré reflamandiser en quelque sorte Bruxelles, ils savaient c'était foutu. Mais ils disent, mais si on n'intervient pas d'une manière ou d'une autre, on va juste disparaître. Et donc, ils se sont dit, on va investir massivement. Leur première revendication, c'est obtenir de la ville de Bruxelles la création d'un théâtre flamand. Et ce fut le Koninklijk Vlaams Schouwburg, hein, donc le KVS, créé rue de Laken en 1883. Et après, il y a les autorités communautaires. Vous savez que la Belgique est un État national qui est devenu fédéral, et donc on parle de communauté flamande aujourd'hui, mais ça n'avait pas tout à fait la même forme à l'époque. Mais en tout cas, les mouvements flamands, et notamment les gens qui avaient un peu de cordon de bourse pour faire des actions culturelles, ont très vite essayé d'établir une stratégie à la fois de création de lieux et à la fois de subsides. Alors je vais marquer là des dates clés. Hein. La volonté, par exemple, dans les années 60, de créer, et ça c'est important quand même, un Culture and Contact Centrum. Parce que le KVS c'était bien, mais on y jouait du théâtre très classique. Et si vous avez déjà été au KVS, maintenant il a été rénové, il est un peu modernisé, mais c'était un théâtre à l'italienne, très classique, avec des balcons, etc. Ça ressemble un peu au théâtre du Parc. Et donc l'idée c'était aussi de créer un lieu pour des spectacles populaires flamands. Et puis après, toutes les commissions et toutes les communautés de langue néerlandaise ont voulu subsidier un maximum de lieux. Alors, ces lieux flamands ont en plus joué un jeu de chaises musicales. Parce qu'ils ont été créés, ils ont été rénovés, ils ont dû bouger, etc. Et donc, chaque fois qu'ils ont bougé, en fait, on a gardé le nouveau lieu la plupart du temps. Et donc, ça a multiplié les lieux. Alors, en 1955, incendie du KVS. Donc, le KVS est obligé de trouver temporairement un autre lieu. Et ils mettent la main sur une salle de fête, la brasserie flamande, ça sonne bien, près de la Bourse, qui est aujourd'hui le Beurs-Schouwburg. Hop, Beurs-Schouwburg. 1964, le KVS se rénove, ils relouent le Beurs-Schouwburg, et ils se souviennent, donc, dans les années 60, enfin, ils avaient l'idée dans les années 60 de créer cette fameuse salle populaire pour la culture flamande. Alors ça, c'est génial, parce que
à mon avis, il y a dû y avoir un solide décalage entre ce qu'a imaginé un type pouvoir subsidiant, en se disant on va créer une salle populaire flamande, qui voyait, à mon avis, déjà l'artiste flamand populaire, vous imaginez, et puis ce qui a été fait. Je ne suis pas sûr qu'il imaginait qu'il y aurait U2 au Beurscoburg. Je ne suis pas sûr qu'il imaginait qu'il y aurait Tom Waits. Et donc, ce qui est super, c'est qu'on a donné de l'argent et des lieux à des gens pour faire un truc, et ils ont fait tout à fait autre chose. Et ils ont fait un truc beaucoup plus génial. Et où après, bien entendu, les artistes populaires flamands sont venus. Hein. Arnaud, il habitait, où il habite peut-être encore toujours, je pense à 200 mètres du Beurscoburg. Mais c'est pas en faisant la petite musique populaire, comme on pourrait le voir dans une salle de fête à éclos, qu'on va faire quelque chose qui va faire rayonner la culture flamande. Non, ils ont visé le top mondial, et c'est ça qui a fait leur force. Alors en 1977, l'État national, donc pas des Flamands, mais l'État national décide d'acheter en même temps, dans le même acte, l'ancienne Belgique et le Botanique. Alors, le Botanique, comme c'est hors de la zone du canal, je n'en parle pas. Mais alors un peu Botanique pour les francophones, l'ancienne Belgique pour les Flamands. Alors l'ancienne Belgique, c'était une salle de concert très francophone, hein, qui était liée à l'Olympia, où il y a eu Brassens, Piaf, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, tout le monde est passé là. Et c'est devenu donc une salle flamande, mais de nouveau avec des flamands hyper malins et qui se sont dit si on ne programme que de la chanson flamande, on va à l'échec assuré. Et donc ils ont ouvert l'ancienne Belgique. Mais alors faire l'ancienne Belgique, ça n'a pas été très facile. Il a fallu transformer le lieu en vraie salle de concert. Et donc ce n'est finalement qu'en 86, donc assez tard, que les concerts sont passés du Beurs à la baie. Alors il faut savoir que le Beurs aussi lui-même travaillait avec la raffinerie du Planca, parce qu'à un moment donné, les conditions de travail quand même, il faut bien le reconnaître, à la raffinerie du Planca, sans chauffage, avec un son qui est, certains trouvaient ça génial, mais d'autres trouvaient que c'était vraiment un son de merde. Et donc à certains moments, certains concerts, il valait mieux quand même les programmer au Beurscoburg. Hop, on continue le jeu des chaises musicales. À un moment donné, moi j'ai eu une chance, je vais un peu parler de moi 30 secondes, j'ai eu la chance d'avoir deux grands-mères, comme beaucoup de gens ont deux grands-mères, vivantes. Et il y en a une qui habitait dans un building à l'arrière de Forêt Nationale, et l'autre qui habitait dans une petite maison à l'arrière de l'ancienne Belgique. Et donc, à l'époque, il y avait un trou dans le mur, je crois qu'il y a que les quêtes du quartier qui savent ça, il y a un trou dans le mur de Forêt Nationale. Et donc j'ai assisté à plein de concerts, notamment je me rappelle un concert de David Bowie où j'étais backstage en fait, parce que le mur, c'est le mur du fond de Forêt Nationale, et on voyait la scène, on voyait le public devant, et on voyait le dos de David Bowie chantant, et donc je regardais tout le concert comme ça. Et l'ancienne Belgique, c'était la même chose. Et donc l'ancienne Belgique, on ouvrait les fenêtres, on entendait le concert. Et donc, moi, ça me plaisait bien, mais les gens du quartier, ça ne leur plaisait pas trop. Donc, pendant des années, l'ancienne Belgique, si vous allez à l'ancienne Belgique aujourd'hui, vous voyez, c'est une boîte dans la boîte. Hein. Il y a des portes et des doubles portes pour vraiment rentrer à l'intérieur d'un lieu qui est totalement isolé. Donc, ça a pris des années, beaucoup de travaux. Moi, je me souviens, justement, chez ma grand-mère, c'était assez gai, parce que on mangeait des sandwichs de chez le Suisse, qui est en face de l'ancienne Belgique, et quand je m'ennuyais, rien à la télé, etc., je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a comme concert? Je me rappelle très bien d'avoir été au hasard à l'ancienne Belgique. Il y a quoi comme concert? Manon Negra, jamais entendu parler. Faites-moi un ticket. Alors le type a pris un bout de ticket boisson, il a écrit Manon Negra dessus, il me l'a donné, je lui ai redonné, il me l'a déchiré. Et donc j'ai encore ce ticket-là, parce que ce n'est pas du tout le ticket officiel. Et on pouvait rentrer comme ça à la dernière minute. Alors maintenant, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance. Moi, j'achète mes tickets à la baie, justement, 6 mois à l'avance, et puis j'oublie d'aller au concert, évidemment. C'est dans un tiroir quelque part et j'ai complètement oublié. Bref. Et pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est parce que l'ancienne Belgique a dû donc se rénover. Parce qu'à un moment donné, avec les voisins, ça n'allait pas. Et donc, ils se sont dit, mais où est-ce qu'on va aller? Le Beurscoburg, c'est trop petit, on vient de là. Et ils ont repéré un théâtre, le théâtre de la Luna, qui se trouve au bord du canal, à côté de ce qui est maintenant donc, le musée Citroën, enfin le musée Canal, et qui est donc aujourd'hui maintenant le CAI. C'est un endroit formidable. D'abord, pourquoi ça s'appelle la Luna? C'est parce qu'il y avait un Luna Park à cet endroit-là. Il faut savoir que tout ce quartier-là était le quartier finalement le plus branché au début du siècle, du XXe siècle. Il y avait plein de cabarets, etc., des cabarets liés à la vie ouvrière. Et tout le quartier a été rasé lorsqu'on a voulu construire un centre d'affaires autour du quartier nord. Et donc, il y avait un Luna Park, en gros, une sorte de... Je pense que ça ressemblait à ce que... C'est pour ceux qui ont déjà été à Brighton, sur le pier. Donc c'est pas un parc d'attractions et c'est pas vraiment un Luna Park machine à sous comme on le connaît, donc c'est un mix un peu entre les deux. Quoi. Bref, en 1932, on décide de créer un théâtre, le théâtre de la Luna.
un bâtiment art déco magnifique. Et pour la petite histoire, le bâtiment est inauguré en 1932 et 2 semaines après, le directeur meurt. N'importe qui a déjà un jour rénové sa maison sait que c'est dur les travaux, mais là, visiblement, construire un théâtre, ça l'a achevé. Et donc, il y a eu un théâtre, voilà. Et puis, finalement, ce théâtre n'a plus fonctionné à partir des années 50, et notamment parce qu'on a construit le viaduc de Kuckelberg. Alors, les plus anciens se souviennent de ce que c'est que ce machin. C'était une autoroute à l'intérieur de la ville, construite en gros pour l'Expo 58, qui passait au premier étage des maisons, et qui donc passait devant le théâtre. Des bagnoles, et donc impossible de faire du théâtre. C'est devenu un marchand de tapis longtemps. Et puis après, en 91, donc, parce qu'il fallait rénover l'ancienne Belgique, ça a été racheté par la communauté flamande. Du coup, tous les concerts de la baie se sont délocalisés à la Luna. J'ai de nouveau repris mes vieux tickets. Et merci à François Dubisson qui en avait aussi quelques-uns. Voilà. Portishead, Stone Roses, Suède, Cocteau Twins, mais Nick Cave, parce que là, beaucoup de gens me parlent des concerts de Nick Cave, Noir Désir, Björk, je cite de mémoire, mais plein. Et ça, à droite, c'est une photo que moi j'ai prise, de nouveau, en allant rencontrer des gens du CAI, et j'ai retrouvé la plaque en marbre dans un coin, entre un lampadaire et une prise de courant, la plaque originelle de la Luna, donc qui rend hommage au directeur qui est décédé donc 15 jours après. Alors KVS, visiblement, ils n'ont pas de succès avec leur rénovation. Ça fait déjà la 3e fois. Ils se rénovent de nouveau en 1990. Et là, ils décident de faire la méga gigantesque rénovation et de créer même un 2e lieu à côté, un lieu de répétition avec un tunnel qui passe entre les deux et tout. Du coup, ils doivent se délocaliser. C'est un théâtre qui marche du tonnerre. Hein. Il y a déjà Wim van de Keibus, il y a déjà des programmations de haut niveau. Et ils trouvent comme lieu une ancienne usine de bouteilles de bière, le Bottelareille. Donc c'était une usine qui appartenait, en fait, une usine annexe de Brasserie Bellevue. Brasserie Bellevue, c'est de la crique, l'alambic, etc. Et donc ils vont là-dedans. Mais là, c'est rue de Luna, c'est au milieu vraiment du Molenbeek le plus populaire. Et il faut savoir qui était le public du KVS. C'était un public. Alors il y avait quelques branchés, et notamment des branchés francophones, mais en gros, le public du KVS, c'est l'équivalent du théâtre national, mais côté flamand. Donc c'est un public flamand, bourgeois, venant plutôt de la périphérie, et qui va tout à coup être conduit dans une usine au fin fond de Molenbeek. Et ça ne marche pas du tout. Mais alors pas du tout. Le public abandonne le KVS, n'y va pas. Et le KVS, lui, va se dire, mais nous, on se trouve là, on ne va pas continuer à jouer Henri Conscience et des trucs classiques flamands. On va s'adapter au lieu où on est. Donc l'urbanité et le cosmopolitisme va faire un bien fou aux programmateurs, en ce compris les institutions les plus implantées, les plus traditionnelles depuis longtemps. Avec parfois des échecs, de vouloir faire des projets avec les gens et ça ne marche pas, etc. Mais c'est pas grave, il faut essayer. Qui n'essaie rien ne rate évidemment jamais rien. Et alors cette photo, c'est malheureusement triste, parce que ça, c'est un des déménagements qui n'a pas donné naissance à un lieu culturel fort à long terme. Donc c'est-à-dire que le KVS a quand même existé 14 ans au cœur de Molenbeek, et puis après est retourné à un moment donné rue de Laken. Et donc ça, c'était l'affiche. Le KVS a déménagé. Merci Molenbeek de nous avoir accueillis, en quelque sorte. Et après, bon, maintenant, ça reste un lieu en partie culturel, puisque le Ritz, l'équivalent de l'Insas flamand, occupe 2 étages. Et en bas, c'est des salles de répète, des salles de fête, des salles de réception, etc. Mais c'est pas du tout avec un projet culturel fort. C'est très beau, très bien rénové, mais il n'y a pas de projet vraiment culturel. Voilà le KVS. Et ça, quand même. Vous voyez à quoi ressemble le KVS? Dans le genre néo-renaissance, pompier et traditionnel. Il n'y a pas moyen de faire mieux, quoi. Et à droite, c'est le catalogue de cette année, de cette saison, 2017-2018. Le séjour à Molenbeek a quand même laissé des traces. Ils sont devenus beaucoup plus urbains. Ils se sont complètement transformés. Alors le directeur a jeté l'éponge à un moment, et vraiment le choc culturel a été trop fort. C'est quand même lui qui avait pris les décisions d'aller à Molenbeek et tout, mais et puis il y a des petits jeunes qui sont venus et qui ont changé complètement la programmation. Donc ça fait un bien fou au KVS. Alors le jeu des chaises musicales, où est-ce qu'on en est? Le KAI Theater. Alors le KAI Theater, c'est d'abord un festival.
Le CAI, c'est des gens, notamment du Beurs, mais d'autres, et du KVS, qui disent on va faire un festival de théâtre. Mais justement, comme à l'époque, le KVS n'était pas encore parti à Molenbeek, qui n'était pas encore revenu, ils n'avaient pas encore une programmation très aventurière. Et donc, certains programmateurs chez eux se sont dit, mais ce qu'on va faire, nous, c'est en marge de la programmation du KVS, on va faire un festival qui, lui, est beaucoup plus avant-gardiste, tourné vers le théâtre mondial, Pop Wilson, etc. Et on va implanter ça sur le quai des Pierres de Taille, hein, c'est un quai, un ancien quai du canal, qui est bouché, et on va mettre une tente, et on va organiser un festival là. Ce festival va grossir, le CAI à un moment donné va prendre tellement de place qu'ils vont récupérer un autre lieu dans le centre-ville qui va à son tour devenir trop petit, et finalement, puisque la communauté flamande avait acheté la Luna pour y mettre la baie, mais qu'entre-temps la baie avait été rénovée et que la baie était retournée à la baie, le CAI, enfin la Luna était libre, on efface Luna, on écrit CAI, et donc, on a trouvé un lieu définitif pour le CAI qui avait une programmation extraordinaire, qui a toujours une programmation extraordinaire. Ici, l'image, c'est une création de Yann Fabre, que j'adore, avec la petite danseuse gracile et les deux armures moyenâgeuses. Donc voilà, mais donc il y a eu le Wooster Group avec Willem Defoe, etc. Il y a des gens extraordinaires qui passent par là. Et là, hop, le beurre se rénove. C'était pas encore rénové celui-là. Et donc, pour continuer, et notamment le Beus organise le Kunsten Festival des Arts, enfin le point névralgique du Kunsten Festival des Arts, donc c'est un endroit très important qu'on ne peut pas laisser vide. Donc ils ont dû trouver un autre lieu, ils ont trouvé un truc qui ressemble vraiment à rien, il faut bien le reconnaître, rue de la Caserne, toujours dans le centre-ville, hein, c'est du côté d'Annesens. Et comme ça ne ressemble vraiment à rien, ça n'est pas le cachet d'une ancienne usine, genre raffinerie du Planca, quoi. Ils ont décidé de faire boîte dans la boîte. Et donc, ils ont les bureaux, ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait faire des bureaux à l'intérieur de ça? On va faire des serres. Les serres, si le soleil ne tape pas dessus, c'est agréable, en fait. Ils ont mis des bureaux dans les serres. J'ai pas mis l'image, mais vous verrez sur mon Tumblr, rockdecanal.tumblr, vous verrez des images un peu des espaces culturels qui étaient vraiment la boîte dans la boîte, quoi, isolée. Et le Beurs, lui, se rénove complètement. Moi, l'image n'est pas terrible, mais ce qui est intéressant, c'est à droite. Hein. Donc ça, c'est le Beurs avant, en haut, théâtre à l'italienne. Et ça, c'est le Beurs après. On va dire que la transformation est radicale. Moi qui ai connu le truc du haut et tous les concerts, notamment l'image que j'ai montrée de U2 au Beurs, c'était dans le théâtre à l'italienne, donc c'était quand même très sympa. Bon, maintenant, c'est beaucoup mieux adapté aux créations contemporaines, etc. Alors, quand je disais les festivals pas comme les autres, donc j'ai parlé du CAI, créé en 77, et qui a été boosté en 79, parce qu'en 79, on a fêté les 1000 ans de Bruxelles. Donc, Bruxelles, fondée en 979, en tout cas, il y a une charte qui date de cette année-là. Et donc, ils ont organisé des choses, notamment avec le 140. Mais après, d'ailleurs, c'est le papier ici à droite, je l'ai retrouvé dans les archives du 140. Et donc, il y avait des troupes qui venaient de partout dans le monde, des francophones et des flamands. Et alors, moi, la chose que je voudrais souligner, c'est ça. Et sous la direction de Salvador Tavora, le directeur et fondateur du groupe espagnol La Quadra de Sevilla, le CAI Théâtre se propose de présenter un spectacle joué par des travailleurs espagnols de chez nous, etc. etc. C'est la première fois, en tout cas, c'est la première fois que je trouve une trace du fait de vouloir travailler et de créer avec les gens du quartier. Après, ça s'est fait plusieurs fois. Wim van de Kebus, je l'ai dit, a essayé de le faire à l'occasion du déménagement du KVS à la Botte-l'Oreille. L'Infini Théâtre l'a fait en montant Les Nègres de Jean Genet à Matongué. Mais l'idée de travailler avec les immigrés qui ont des choses aussi à raconter et à partager, c'est une démarche qui était nouvelle. Donc, mais nouvelle en 1979 en l'occurrence. Alors un autre festival pas comme les autres, qui a vécu d'urbanité et de rencontres des publics venant du monde entier, c'est Couleur Café, qui est donc né en 1990 au Hall de Schaerbeek. Très rapidement, les Halles de Schaerbeek, qui sont pourtant grandes, sont trop petites. On déménage sur la plaine de Tour et Taxi. Au passage, c'est hyper bien joué de la part du promoteur de Tour et Taxi, parce que le promoteur de Tour et Taxi, il a acheté un terrain que personne ne connaissait,
personne ne connaissait parce que c'était au bord du canal, mais même pas dans le centre-ville, un peu décalé. Personne n'avait jamais été à Tour et Taxi, personne ne connaissait même le nom Tour et Taxi. Et il y avait des bâtiments merveilleux, mais qui étaient en ruine. Et il l'a acheté pour pas très cher, mais lui, ce qu'il voulait, c'est le valoriser d'un point de vue immobilier, en créant un programme résidentiel, etc. Et il s'est dit, comment est-ce que je vais faire? Si je commence à construire des immeubles à appartements à cet endroit-là, je vais les vendre. Je vais peut-être même pas les vendre, ou pas cher du tout. Et donc, je vais prendre mon temps. Et je vais ouvrir le lieu. C'était un lieu qui était un lieu de douane, en plus. Donc, il y avait une vraie grille autour. On ne pouvait même pas rentrer. C'est un lieu où les trains arrivaient, on sortait des paquets, les douaniers étaient là pour dédouaner les trucs. Et donc, c'était vraiment enclos. Personne ne pouvait pénétrer. Donc, personne ne connaissait de facto. Et donc, il s'est dit, mais je vais donner de la notoriété au lieu. Et je vais ouvrir. Vous voulez organiser un festival? Pas de problème. Prenez. Et donc, il y a eu Couleur Café, mais il y a eu aussi des soirées électro, il y a eu une expo sur la guerre des étoiles, il y a eu une expo sur l'environnement, c'est notre terre, la foire du livre, tout. Venez, 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 donnez de la notoriété à mon lieu. Et c'est seulement maintenant, en 2015, 2016, 2018, etc., que le promoteur est en train de construire ces immeubles à appartements. Alors que le festival Couleur Café, il a commencé en 1994 sur la plaine de Tour et Taxi. Alors, il a été créé par qui? Il a été créé par un gars de la SBL Zigzag et par Mirko Popovic de l'Avenerie, donc de Watermal Boisfort, et d'Africalia. Donc Patrick Wallens de SBL Zigzag, je l'appelle un gars de la SBL Zigzag. Qu'est-ce qu'il va penser quand il va voir la vidéo? Et donc, leur idée, c'était en fait de s'inspirer d'un festival qui existait en Suisse, à Nyon, et qui était un vrai festival urbain. Et donc, de nouveau, au lieu de faire leur festival, parce que les noms qu'ils invitent, c'est Manu Chao, c'est regarder la programmation qu'il y a aujourd'hui, Ziggy Marley, etc. Ils pourraient très bien organiser ça dans une plaine à Ronquière ou à Lokeren ou je ne sais où. Non, ils le veulent être en ville. Voilà. En haut à gauche, dit Antwoord, un groupe sud-africain fabuleux. La Progra de Caen de 2009, il y avait qui? Ben Harper, Arnaud, Benabar, donc ça part dans tous les sens. Autre festival dont j'ai parlé, c'est le Kunsten Festival des Arts. Hyper pointu, bicommunautaire, avec plein d'ennuis. Mais ce qui est aussi très intéressant et très nouveau grâce au Kunsten Festival des Arts, c'est on fait fonctionner en réseau toutes les institutions existantes. Donc tous les Halles, le Beurs, le KVS, tout le monde s'y met, tout le monde est dans la progra. Mais en plus des lieux bien connus, il y a, on va dire, presque une dizaine de lieux totalement inconnus, qui vont être ouverts uniquement. Alors parfois c'est des lieux très connus, comme par exemple la salle de répétition de Anne-Theresa de Kersmacher à Forêt, mais qui n'est pas ouvert au grand public pour faire des représentations, très souvent. Et donc, voilà. Mais après, moi, j'ai été voir des trucs, des spectacles chinois avec des canards dans des mares, boulevard d'Anvers, dans une usine. Je ne sais même pas ce que c'est que cette usine, je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. Mais donc, voilà, on découvre des lieux incroyables. Autre festival qui est malheureusement mort-né, mais qui a très bien marché pendant trois éditions, c'est le festival Canal. Là, c'est plutôt une série d'associations culturelles du Canal, qui, pour une fois, a pris conscience qu'elle faisait partie d'un territoire particulier, qui était le territoire du Canal. Et il y a notamment Wim Emrecht, mais beaucoup d'autres, des gens de la Zinuke, etc. Enfin, bref, qui se sont dit, on va mettre en réseau, justement, et on va organiser des trucs tournés autour de l'idée du Canal. Et notamment, on va travailler avec les gens, toujours la même idée, qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Et ici, c'est un travail qui a été fait... notamment avec l'agence de développement territorial pour laquelle je travaillais, où des gens du quartier ont été pris en portrait par des photographes, et après ont été exposés, mais sur 20 mètres carrés. Alors parfois, ça n'a pas été facile d'ailleurs. Donc l'objectif était double. D'une part, valoriser les gens. Vous n'êtes pas des ploucs, c'est pas parce que vous habitez à Molenbeek là que vous êtes des nuls. Vous êtes super, et on va vous mettre sur 20 mètres carrés. Première idée. Deuxième idée, c'était on met la photo sur un truc qui lui-même a une grande valeur patrimoniale et que les gens ne regardent pas comme étant un élément de patrimoine. Le pont, ici, justement près de la rue de Manchester, des anciens bâtiments, des entrepôts, etc., que personne ne regardait, qui sont pourtant déments. Et alors ici, la tour Brinfo. La tour Brinfo, c'est une tour de logement social. Et donc dire aux gens qui habitent dans un logement social qu'ils ne sont pas nuls parce qu'ils habitent dans un logement social, ils ne sont pas nuls parce qu'ils habitent dans une tour, et que leur tour elle-même, elle a un intérêt,
ça change complètement. En tout cas, c'était ça l'objectif de la démarche artistique. Alors, je vais vous parler de 2 projets d'actualité. La rénovation du bassin Bécot. Ça, c'est un peu un crève-cœur, parce que l'idée est excellente, mais ça va produire des drames. L'idée de base, portée par la région bruxelloise, c'est créer un grand espace vert tout le long du canal. Donc Tour et Taxi est ici. Ici, vous avez la maison du port avec une série d'entrepôts. Puis vous voyez, il y a plein d'entrepôts. Et l'idée est de raser, en gros, tous les entrepôts qui sont là, sauf certains qui ont une valeur patrimoniale, et de faire un gigantesque parc. C'est très utile parce que les quartiers ici derrière, à Molenbeek, n'ont pas beaucoup de parcs, voire pas du tout. Et donc les gens du quartier ont vraiment besoin d'un espace vert quelque part, et c'est la seule opportunité possible. Il y a un autre espace vert qui se crée sur Tour et Taxi par ailleurs. Donc ça, c'est le point très positif, très chouette. Le problème, c'est que dans les entrepôts, il y a des activités culturelles. Et donc on va devoir chasser des activités culturelles pour pouvoir réaliser un espace vert. Donc, les espaces verts, c'est super, et les activités culturelles, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est parce qu'on a eu une fausse bonne idée. Et la fausse bonne idée, c'est de se dire qu'on allait faire de l'occupation temporaire. Alors on croit que c'est une bonne idée de faire de l'occupation temporaire, parce qu'il y a des entrepôts, ils sont vides, et il y a des artistes qui ne demandent qu'à trouver des lieux. Et donc on dit à ces artistes, bah venez, prenez possession du lieu, faites ce que vous voulez. Mais on vous prévient, un jour, on va faire notre projet de parc, et donc on va raser le bâtiment, vous devrez partir. Oui, oui, oui. Et puis Bruxelles, ça traîne, le projet met 10 ans, donc les associations elles commencent à s'ancrer dans le quartier, à nouer des liens avec les jeunes grandissent, là. Elles commencent à acquérir une notoriété. Et puis un jour, quand même, le projet aboutit, et on va leur dire, ben maintenant, vous dégagez les gars, vous êtes bien gentils, etc. Sauf qu'ils n'ont plus du tout envie de partir. Et donc, ce que nous, on dit, c'est qu'il faut arrêter de faire de l'occupation temporaire. Ce qu'il faut faire, c'est de l'occupation transitoire. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Temporaire, c'est on donne un truc et puis après on le reprend. Et pendant la période où on en a donné, il s'est passé un truc chouette. Mais ça ne sert à rien de construire un truc chouette si c'est pour après le détruire. L'occupation transitoire, c'est en fait d'avoir bien en tête où on veut aller et après, éventuellement, organiser une activité à l'arrache sur ce qu'il y a, sur le déjà là, en attendant que le projet définitif se fasse. Du genre, là, on sait qu'on voulait faire un parc, eh ben, on fait déjà un parc. C'est un parc pas très bien aménagé, on tape 2 terrains de foot, et on y va, etc. Et après, ce sera un parc avec des terrains de foot, mieux aménagés. Et on n'a frustré personne. Par contre, donner un lieu culturel, par exemple au magasin 4, ou à l'Allée du Cail, ou à la boîte Le Canal, et après leur dire c'est fini, ça c'est vraiment catastrophique, parce que des choses... Bon, ça c'est Allée du Cail. Alors, comme le parc devait être fait par Bruxelles Environnement, donc l'IBGE, c'est Bruxelles Environnement qui a organisé le projet d'activité temporaire. Et il l'a tellement bien organisé que ça a eu un succès fou. Il y a des skateurs, il y a des assos de quartier qui font du bricolage et qui réparent des trucs. Il y a quand même un bout d'espace vert, il y a plein de trucs qui se passent. Et tous ces gens-là, on va leur dire, bah vous dégagez. Et c'est bien dommage. Et le magasin 4, c'est pire. Enfin, je ne sais pas ce qui est pire, mais le magasin 4, ils étaient ronds. Hein, rappelez-vous l'épisode précédent, ils étaient rue du magasin numéro 4, ils avaient été chassés par le promoteur, par le propriétaire, et donc ils avaient été trouver le port de Bruxelles. Vous n'avez pas un entrepôt? Si, on a un entrepôt, allez-y. Et donc, c'est tous des bénévoles. Ils ont fait des frais. Ils ont été démontés, parce que c'était presque une relique, qui n'avait pas vomi sur ce bar. Ils ont été démontés leur bar et ils l'ont réimplanté presque tel quel sur place. Ils ont une jauge beaucoup plus grande, donc ils ont pu accueillir des groupes plus grands. Ils se sont équipés d'un menu technique. Le son est assez excellent. Mais tout ça, c'est du temporaire. Et comme ils ne sont pas subventionnés, ils n'ont pas de contrat programme, ils n'ont rien de tout ça, si on les chasse, c'est fini. Il n'y a plus de magasin 4. Alors, comme beaucoup de gens, quand même, aiment bien le magasin 4, les gens se préoccupent quand même de l'avenir du magasin 4. Et donc, là, visiblement, le projet d'espace vert est en train d'être un peu adapté à la lisière du parc. Ça, c'est le canal. Donc, la boîte, le canal. Donc, mais elle va rester. Et donc, pour l'instant, c'est une boîte... J'ai été voir sur Internet, Canal, tiens, qu'est-ce que c'est maintenant? J'ai vu les photos avec Franck Ribéry. Vous voyez Franck Ribéry? C'est un joueur de foot du Bayern de Munich qui était là, etc. Donc, je dis, c'est devenu un peu une boîte très...
je ne vais pas être méchant, mais enfin une boîte très classique de boîte qu'on pourrait retrouver au carré ou en bord d'autoroute. Donc ça n'avait plus l'aspect culturel que ça avait. Il y avait ici la photo, c'est une soirée organisée, la soirée Vert Pop organisée avec Tom Barman. Voilà, il y avait un aspect artistique et créatif qui était beaucoup plus développé à une certaine époque que maintenant. Mais le lieu reste génial. Et donc l'idée, ce serait peut-être de relocaliser une partie des activités de Toustan, donc de l'allée du Cail, dans cette boîte. Pour ça, il faut chasser un peu le gestionnaire de la boîte actuelle. Et je suppose que c'est loin d'être facile. Le magasin 4, l'idée, ce serait de construire un nouveau bâtiment à côté du siège central du port. Parce qu'en fait, coup de bol, le port a besoin d'un parking et aussi d'un entrepôt pour des camionnettes ou je ne sais pas quoi. OK. Donc ça ferait une grosse boîte. Mais rien n'empêche de construire une deuxième boîte au-dessus de la première boîte. Et de créer en fait le magasin 4 au-dessus du parking du port. Et donc ça, c'est le siège social du port, c'est très beau, c'est aussi art déco, et donc l'idée serait de créer une boîte ici. C'est la première fois qu'on construirait un bâtiment pour le magasin 4, avec de l'argent public, et où le magasin 4 aurait vraiment un lieu définitif, où il pourrait commencer à construire réellement quelque chose sur le très long terme. Avec terrasse, parce qu'en fait, il y a un coup de bol, c'est que l'avenue du port est, on va dire, 3-4 mètres plus haut que le terrain. Et donc, si vous êtes au-dessus du parking, donc si on rentre par ici avec petite bagnole et qu'on se gare, on est au niveau du quai. Et si on vient de l'avenue du port, le rez-de-chaussée est au niveau du premier étage. Vous me suivez? Et donc, en fait, pour le magasin 4, ça ne changerait pas grand-chose. Il serait toujours au niveau du sol. Mais avec possibilité de balcon sur le parc, etc. Et donc ça, ce serait un bon compromis pour ne pas chasser les activités culturelles. Donc récupérer les activités culturelles de Toustan et de l'allée du Cail et les mettre dans le canal qui est là. Et le magasin 4, démolir leur entrepôt actuel et leur construire un nouveau machin. Le seul problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant les travaux. Et c'est toujours la même politique du déménagement, etc. Peut-on mettre le magasin 4 sous une tente comme la Monnaie l'a fait au milieu de Tour et Taxi? Est-ce que c'est jouable ou pas? L'avenir nous le dira. Autre projet d'actualité, c'est rue de Manchester. La région bruxelloise donc en particulier la régie foncière, a acheté deux parcelles, celle-ci et celle-ci. Donc il faut savoir que la raffinerie de sucre, c'était tout ceci. Donc la bodega est ici, ce n'était pas la raffinerie, mais il y avait, je pense que c'était ceci, plus ceci. C'était gigantesque, et le plan K n'a pris que ceci. Et Charleroi Danse n'occupe qu'une partie de la raffinerie. Mais tout le reste appartenait encore à des privés, où il y a tout et n'importe quoi. Il y a des trucs rigolos. Il y a des hackers qui ont des milliards d'ordinateurs avec des antennes paraboliques qui rentrent directement dans le centre de la NASA et du FBI et qui font des activités artistiques aussi. Mais il y a aussi des vendeurs de tout et n'importe quoi, des entrepôts, des machins. Bref, hop, tout ça a été racheté par la région bruxelloise. Et puis l'autre jour, c'est il y a 6 mois, on m'a demandé... Donc ça, c'est le bâtiment qui n'appartient pas à la raffinerie, mais qui faisait partie de la raffinerie. Vous me suivez? Donc il n'appartient pas à Charleroi Danse, mais qui faisait partie de la raffinerie de sucre, et qui vient d'être acheté par la région bruxelloise, mais qui est en fait le jumeau de la raffinerie du Plan K. En fait, si vous voulez savoir à quoi ressemblait le Plan K, à l'époque de Frédéric Flamand et d'Annie Connoré, etc., il faut regarder ces images-là. C'est les mêmes colonnes en fonte, etc., sauf que ce n'est pas du tout rénové. Voilà, vous imaginez Con de Bunnyman, la photo que j'ai montrée tout à l'heure, ou Joy Division, là au milieu, c'est les mêmes espaces. Donc on s'imagine très bien qu'il y a moyen d'en faire un lieu culturel formidable. Et puis il y a un deuxième machin à côté, qui est donc un grand entrepôt. Et là, on se demande ce qu'on va pouvoir faire. D'abord, la première question, c'était... moi, je travaille pour un machin qui s'appelle Perspective, je suis expert stratégique pour Perspective, qui est une institution qui dépend de la région. Et ils m'ont demandé... Yves, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de racheter ce machin? Ma réponse était en gros, vous voulez rigoler ou quoi? Évidemment que c'est une bonne idée. On pourrait enfin réunir toute la rue de Manchester et faire un super pôle culturel. Alors bon, moi évidemment j'avance ces trucs culturels. Rock de Canal, le livre de Philippe Carly. Je dis, regardez, c'est trop dément, il y a moyen de faire là des ateliers d'artistes, encore des espaces pour les musiques non classiques au rez-de-chaussée. Là-dedans, on pourrait faire des choses formidables.
Mais il y a d'autres besoins dans le quartier. Il n'y a pas d'école, pas assez d'écoles, je veux dire, il y a une croissance démographique. Il faut des espaces pour créer des espaces de développement économique aussi. Et donc, voilà. Moi, j'avance la culture, mais il y a d'autres demandes. Le sport, c'est un hall qui pourrait très bien servir au sport. De toute façon, si le mini-foot rue de Manchester, ça a autant de sens que le rock rue de Manchester. Il y a une espèce de lien organique. Si vous voyez les concerts de Liam ou Noël Gallagher, ils chantent et ils ont un drapeau de Manchester City sur leur batterie. Là, donc le lien est fort. Mais donc, la bonne nouvelle, c'est que de manière temporaire, est-ce que ça va être temporaire ou transitoire, l'entrepôt ici va être rénové par Recyclard. Alors Recyclard, c'est Esprit Canal, mais pas au canal, à la jonction de Midi. Et donc en gros, ils occupent des espaces dans la gare de la Chapelle, en dessous des voies de chemin de fer. Infrabel leur a dit vous pouvez rester si vous voulez, mais nous on a une trouille bleue, c'est que ça flambe un jour. Et que donc les rails sont endommagés, et comme plus ou moins, c'est la jonction Normandie, et que tous les trains de Belgique, plus ou moins, passent au-dessus, on ne peut pas se permettre d'avoir un truc endommagé. Et en fait, ils sont traumatisés depuis qu'il y a eu un incendie d'une friterie en dessous du viaduc Herman de Brou un jour, et qui a fermé le viaduc Herman de Brou pendant plusieurs mois. Ils ont dit, et donc maintenant, ils ont des normes techniques. Il faut faire des boîtes dans des boîtes avec des isolations, des trucs. Ça coûte une fortune. Et de toute façon, il faut faire des travaux. Et donc Recyclard est obligé de partir. Alors la ville de Bruxelles s'est engagée, ils vont prendre en charge les travaux pour essayer de remettre Recyclard dans la gare de la Chapelle, et la place de la Chapelle en a vraiment bien besoin parce qu'il n'y a rien d'autre dans ce quartier-là. En attendant, ils vont sans doute aller, je dis sans doute, tout le monde est d'accord, mais il faut quand même que les pompiers soient aussi d'accord, et que d'un point de vue technique et architectural, ce soit vraiment possible, mais en gros, ils veulent investir le plus rapidement possible. Cette cour qui est charmante, qui date de l'époque, ceci, ça tombe vraiment en ruine. Je ne leur conseille pas de s'approcher trop, sinon tout va tomber sur leur tête. Et cet entrepôt qui est en fait en bon état. Ça n'a l'air de rien, hein, mais vous imaginez, Recyclard en 5 minutes, ils vous transforment ça en café branché, et là derrière, font des soirées des montres. Hein. Et comme Recyclard, c'est à la fois des activités culturelles, genre, en gros, électro-musique du monde. C'est pas de l'électro pur. Et c'est pas de la musique du monde comme Couleur Café, c'est des DJ plutôt style pakistanais de Londres qui font du DJing, si vous voyez, un peu, ou Saint-Germain, ou voilà. Voilà, donc eux, mais ils font aussi d'autres activités Recyclard. Ils font notamment de la souderie, ça qui ne plaisait pas du tout à Infrabel. Mais ils font des activités qui ressemblent à l'activité productive. Et donc ça, les jeunes du quartier qui sont en recherche de formation, d'emploi, etc., c'est aussi très demandeur. Et donc là, on pourrait trouver une fonction qui répond à la fois à une demande et à une autre. La demande culturelle et la demande de formation et développement socio-économique. Voilà, ça c'est un atelier, par exemple, de Recyclard. Et donc s'ils peuvent faire les deux, c'est génial. Et là, ce sont les concerts, aujourd'hui, sur la place de la Chapelle, mais on les imagine très très bien, évidemment, dans l'ancienne raffinerie. Et voilà, merci beaucoup. Rendez-vous pour en savoir plus, parce que j'ai parlé de certains lieux et pas de tous les lieux, bien sûr. Donc facile, Roc de Canal sur Internet. Vous tapez Roc de Canal, c'est la première chose sur laquelle vous tombez sur Google. J'ai donc fait un Tumblr. Un Tumblr, c'est donc un endroit où on peut mettre des images, juste pour stocker des images. Et beaucoup de lieux culturels m'ont passé des images. Certains, j'avais dû les acheter, mais beaucoup de lieux comme le CAI, le Beurs, le VK, ils m'ont donné ce qu'ils avaient, etc. Ils n'ont pas toujours beaucoup. La question des archives des lieux culturels est quand même un vrai problème. Et voilà, j'ai scanné, j'ai mis. Donc ça, c'est un vrai appel, un peu dans l'esprit plateforme collaborative et un peu dans l'esprit Belgium Underground. Si vous connaissez des lieux, des programmateurs, des ex-programmateurs, des gens qui ont des archives, transmettez-les-moi et je vais tout mettre sur Internet, dans le Tumblr, parce que ça permettra d'enrichir, quoi. Voilà, je pense que c'est que de manière collaborative qu'on va réussir à vraiment reconstituer l'histoire culturelle du canal.